Bienvenue dans l'ascenseur, vous êtes offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Leur réussite est remarquable et pourtant on ne parle jamais d'eux. Ces femmes et ces hommes ne sont ni top modèles, ni footballeurs, ni humoristes. Ils sont responsables des ressources humaines, chefs d'entreprise, directeurs commerciaux, entrepreneurs, avocats, médecins. Et pourtant, pour eux, c'était loin d'être gagné au départ. Tous sont issus de milieux modestes et tous ont déjoué les lois de la reproduction sociale. C'est parce qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne le dit, parce que leurs récits sont hyper inspirants, que je leur tends mon micro. Je m'appelle Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et je travaille depuis des années sur l'égalité professionnelle et l'égalité des chances. Mon podcast, Bienvenue dans l'ascenseur, veut donner une voix à ces personnes au parcours incroyable que j'ai eu la chance de croiser. Bienvenue dans l'ascenseur. Être originaire d'un milieu social moins favorisé, je pense que m'a donné de la force. Pour moi, il n'y a pas de meilleure motivation que l'espoir que vos parents peuvent porter en nous. Mon travail a été pour moi un élément de réussite. En tout cas, ça a été mon ascenseur. Aujourd'hui, je rencontre Mariam Ndiaye, qui a créé un business qui cartonne, un business de voyage, et ce, en dépit des discriminations inouïes qu'elle a subies au collège. Bonjour Mariam Ndiaye, entrons ensemble dans votre ascenseur social. Quand vous vous regardez dans le miroir de l'ascenseur, qui voyez-vous aujourd'hui ? Hello. Alors, qui je vois aujourd'hui ? Je vois Mariam Ndiaye, une jeune CEO de Broken Abroad, une plateforme 360 du tourisme à destination des jeunes. Je vois aussi une grande sœur et une petite sœur, parce que je suis enfant d'une grande fratrie de 15 enfants. Et je suis pile au milieu, je suis la 7e, donc vraiment grande sœur et petite sœur à la fois. Toujours eu une double casquette. Je vois aussi une globe-trotteuse, une aventurière, quelqu'un qui adore l'aventure, qui adore s'amuser, qui adore les challenges. Moi, quand on parle de voyage, on parle d'aventure plus que de repos. Généralement, quand je reviens de voyage, je suis esquintée. Donc, c'est ce que je vois, une aventurière, une fille avec 150 casquettes et qui adore faire plein de choses. C'est quoi exactement Broken Abroad ? Broken Abroad, c'est la plateforme de voyage à destination des jeunes où Pharrell Williams a investi. Nous, on est sur toute l'expérience voyage et voyageurs du moment où on va les inspirer, donc de l'inspiration à la confirmation. Comment on les inspire avec un média voyage. Donc, on a sur les réseaux sociaux du contenu voyage qu'on va créer autour de destinations, autour de lieux auxquels on va pas forcément penser. On va inspirer du coup autour de vidéos, de photos, et ensuite on va leur permettre de réserver le voyage, que ce soit le vol, le train, le bus, ou aussi l'hébergement, mais aussi les activités directement sur la plateforme. Et ensuite, parce que le plus important dans notre génération, c'est de se connecter, on va leur permettre de trouver un ou plusieurs compagnons de voyage avec qui voyager. Ça s'appelle le Perfect Travel Match. Donc, c'est la possibilité de toujours réduire ses coûts de voyage, parce que le but, c'est d'avoir toujours le voyage le moins cher, en trouvant un ou plusieurs compagnons de voyage. C'est un peu le Tinder du voyage. Donc, par exemple, si j'ai envie d'aller, je sais pas, au Sénégal et j'ai personne avec qui aller et j'ai envie toujours d'y aller, sur la plateforme, j'ai trouvé mon perfect match. Donc, la personne ou les personnes avec qui je vais pouvoir voyager là-bas et qui me correspondent en termes de personnalité, de budget et de style de voyage. Bravo, c'est très innovant. Yes. Alors, quand vous démarrez dans la vie, Mariam, c'est quoi votre rez-de-chaussée ? D'où partez-vous ? Alors, mon rez-de-chaussée, moi, je viens déjà d'une famille nombreuse, comme je l'ai dit, et mes parents sont sénégalais et mauritaniens de base, d'origine, et donc ils voulaient nous faire découvrir leur pays, mais c'était très compliqué parce qu'on était une famille nombreuse. Donc mon premier voyage, moi, c'était quand j'ai eu 13 ans, avec 3 autres de mes frères et sœurs, parce que mes parents ils faisaient des batchs de 4 tous les 4 ans. Pour nous permettre, tous les 4 ans, d'aller visiter, voir leurs parents à l'étranger, donc sénégalais en Mauritanie. Donc pour moi, c'était ça le premier voyage que j'ai réalisé. Mais quand je réfléchis plus, le vrai premier voyage que j'ai fait, moi, c'était dans le 93. Parce qu'en fait, toutes les vacances scolaires, que ce soit en été ou en automne, etc., toutes les vacances scolaires, j'allais à Aulnay chez mes cousins et cousines.
Et moi, en fait, je passais mes meilleures vacances là-bas et j'étais trop contente. Et mais je me suis rendu compte qu'il y avait un gap et que en fait, moi, j'étais vraiment au rez-de-chaussée de l'ascenseur. Quand à la rentrée, à chaque fois, les professeurs nous demandaient alors vous avez fait quoi pendant les vacances, vous êtes allés où? Et que moi, je répétais tout le temps la même chose, à Aulnay, dans le 93, et que autour de moi, t'avais des destinations hyper exotiques, ou même si on me disait Saint-Malo, j'étais oh waouh, d'accord, moi pas du tout, je vois pas du tout où c'est. Et je pense que dès le début, je me suis rendu compte que j'étais vraiment tout en bas de l'ascenseur, quoi. Vos parents faisaient quoi comme métier? Enfin, ils faisaient du ménage tous les deux. Et vous viviez où? On vivait en plein Paris, donc dans le 15e arrondissement de Paris, vers Pasteur. Mais du coup, oui, c'est ça, nous, on vivait en plein Paris. C'est pour ça que quand on allait au final dans le 93, on avait l'impression de partir quelque part. Et après, on a déménagé dans le 12e depuis, je pense, maintenant 15 ans. Et vous étiez dans un logement social? Oui, bien sûr, ouais, ça ne s'est pas vous dans un bon logement. 15 frères et sœurs dans le même appartement? À l'époque, on était 9, mais oui, on était quand même déjà beaucoup dans notre appart. Bienvenue dans l'ascenseur. Et donc, comment se passait votre scolarité? Vous étiez scolarisé dans Paris, du coup? C'est ça. J'ai toujours été scolarisée dans Paris, donc à l'époque dans le 15e et après dans le 12e. Et quand je suis arrivée, moi, dans le 12e, c'était en 5e. Et je me rappelle que c'était un peu un choc parce que quand j'étais dans le 15e, j'avais toutes les personnes qui habitaient avec moi dans le même immeuble que moi, dans le même logement social que moi, je les connaissais, elles étaient dans les mêmes écoles que moi. Et donc, j'avais pas l'impression de voir un gap de différence avec les personnes parce que c'était mes amies et je restais avec elles, donc je voyais pas forcément de différence. Mais quand je suis arrivée dans le 12e, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait, en fait, justement, ces inégalités et ces différences dans les écoles. Je me rappelle qu'il y avait 2 écoles. Ma sœur, elle avait redoublé, donc elle était au même niveau scolaire que moi. Donc, quand ma mère, elle a voulu nous inscrire dans une école dans le 12e, ils nous ont mis chacune dans une école séparée. Il y avait 2 collèges, et donc, ils nous ont mis chacune dans un collège séparé. Donc ma mère, elle est partie visiter les 2 collèges et elle a vu qu'il y avait un collège. Les 2 collèges, ils sont vraiment à 10 mètres l'un de l'autre. Il y avait un collège, il y avait vraiment que des Noirs et des Arabes, je le dis. Et il y avait une école où il y avait vraiment que des Blancs, vraiment. Et du coup, ma mère, elle a dit, c'est trop bizarre, pourquoi il y a vraiment un gap sur les 2 écoles? Tiens, les 2, elles vont aller dans l'école où il y a que des Blancs. Et donc, ma mère, elle a insisté sur ça. Et donc, on est parti. C'était un peu choquant, pour le coup, à cette époque. Bon, là, j'ai vu que ça avait beaucoup changé. Mais c'était un peu choquant. Et donc, on arrive. Et ma mère, elle nous met toutes les 2 dans la même école, dans le même collège. Et je me rappelle que dans ma classe, moi, ça m'avait quand même fait un choc d'être un peu la seule noire, la seule minoritaire un peu. Et je me disais, c'est bizarre parce que moi, dans le 15e, j'ai jamais vécu ça, je trouve ça bizarre et je pense que je me suis un peu refermée à cette époque-là. Et du coup, au terme de ces années de collège, en plus, je me suis fait désorienter. Donc, je voulais aller en bac général, on m'a mis en bac pro, secrétariat. À la fin, c'était vraiment complètement bazar. Et donc, déjà, c'était un début un peu chaotique de mes études. Est-ce que vous aviez des rêves d'enfant? Moi, je voulais déjà, je voulais faire une classe générale parce que je voulais faire du droit. Ça venait d'où, cette... Je sais pas. Je crois que des films, je regardais beaucoup de films et je lisais beaucoup de livres aussi. J'étais vraiment baignée dans les livres dès que j'avais un temps libre, j'étais à la bibliothèque, tout le temps. Donc, j'avais cette passion de l'international parce que je lisais beaucoup de livres sur les voyages, etc. Et cette passion, je sais pas, du droit parce que j'avais lu aussi pas mal de livres où il y avait des avocates, etc. Mais du coup, je savais que je voulais faire un parcours général parce que c'était les métiers vers lesquels je tendais. Donc, quand on m'a un peu désorientée en pro, c'est vrai que ça m'a un peu mis une claque. Donc, c'est en fin de 3e, l'orientation en pro? Yes. Comment ça se passait? J'imagine pas si bien que ça, la scolarité, parce que si on vous oriente en fin de 3e en filière professionnelle, c'est que ça vous... J'avais des notes assez moyennes. J'avais pas des mauvaises notes. J'ai eu le brevet avec une mention assez bien, donc ça allait quand même un peu. Mais non, j'ai été orientée en classe pro. Et comment ça se passe? C'est-à-dire, comment cette décision peut être prise comme ça? C'était ma CPE en plus qui a pris la décision, donc vraiment aucun rapport. Mais elle a même pas discuté avec vous? Non, du coup, moi j'avais rempli mes vœux généraux. Elle m'a dit non, on va remplir avec des vœux pro. Et c'est après, incroyable. Elle a envoyé, c'était trop tard, quoi.
Mais Oui, non, mais franchement, c'est scandaleux. C'est scandaleux, franchement. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes orienté, vous êtes en fin de troisième, qu'est-ce qui se passe? Alors j'intègre. Moi, comme je disais, j'étais quand même assez introvertie, assez timide, donc j'avais pas forcément beaucoup parlé à l'époque. Mais quand j'arrive en lycée professionnel, déjà en classe de seconde, je me rends compte que c'est simple pour moi. Enfin, c'est assez simple, les cours sont faciles, voilà, que je trouve ça quand même assez facile. Donc, je suis très facilement première de la classe en première année, en deuxième année, pareil en troisième année. Et vous apprenez le secrétariat? C'est un peu plus général que ça, en fait. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des cours de droit, entre guillemets, droit, gestion, comptabilité. Il y a encore un petit peu de maths, mais du coup, ça nous permet de quand même rester sur quelques filières générales qui vont nous aider à avancer si on veut après se réorienter. Mais c'est vrai que ça, c'est pas du tout comme si on était en bac général et qu'on avait des matières un peu plus poussées. Pendant ces 3 années-là, enfin, j'ai même pas besoin d'ouvrir un cahier chez moi, de réviser chez moi, pas du tout, enfin, vraiment pas. J'ai pas du tout besoin de travailler tout simplement. Et du coup, je cherche du coup à continuer les études après parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire du secrétariat du tout. Et donc, je vais en BTS assistant manager parce que c'était la suite logique un peu du bac pro. Et encore une fois, en plus, quand on est en BTS, nos profs ils nous disent non mais arrêtez là. De toute façon, le BTS c'est pour ceux qui ont fait le général, mais alors que pas du tout. Et donc, je me rappelle que notre prof il nous dit mais en plus là, si vous voulez faire un BTS, déjà que normalement vous devez même pas faire un BTS, vous preniez un BTS qui est pas à Paris parce que à Paris personne va vous prendre. Donc nous on se dit ah ouais, ok bon, faut qu'on mette toutes les chances de notre côté quand même. Vous dites nous, vous parlez de votre sœur et de vous? Non, ma sœur elle avait parti en filière un peu plus scientifique après. Et à la dernière minute, vraiment, quand le prof voit les vœux, je me dis, bon, quand même, je vais mettre un lycée en banlieue parce que pour lui faire plaisir. Non, pas pour lui faire plaisir, mais parce que on sait que si on n'est pas pris au premier tour, dans les vœux, c'est APB ou je ne sais plus ce que c'était, c'est compliqué après de faire appel, de retrouver un autre lycée. Donc, on préfère mettre toutes les chances de notre côté en sachant que j'avais des super bonnes notes. Donc, ils voyaient mon bulletin et ils savaient très bien que j'aurais pu prendre n'importe quel lycée, mais du coup, je prends un autre lycée qui est à Villegénis, dans le 91. Au final, très bonne expérience, même s'il était à 1 heure de trajet de chez moi. C'est dingue. Franchement, j'aurais très bien pu prendre un lycée à Paris. Et donc, je vais jusqu'à Villegénis tous les jours. Je fais commute vraiment. Et donc là, vous êtes en quelle classe alors? Et là, je suis en première année de BTS. Bienvenue dans l'ascenseur. Donc pareil, j'ai des très bonnes notes, toujours première ou troisième, je sais pas, de ma classe, mais parce que là, pour le coup, je révise quand même un petit peu, mais sans mourir, quoi. C'était pas comme si j'étais en prépa ou et j'ai toujours le temps de faire un job étudiant, j'ai le temps de sortir avec mes amis, donc quand même j'avais le temps de vivre. Et donc pendant le BTS, je me dis ok, mais en fait je veux encore me challenger parce que en fait là je me suis rendu compte que au bac on m'a bridé, on m'a dit ok je vais en pro parce que t'as pas le choix. Au BTS on m'a dit non, il y a que ce BTS déjà que tu peux faire et en plus va en banlieue parce que c'est compliqué si tu cherches à Paris. Donc là je me dis non mais là au bout d'un moment là, je sais que, je vois mes notes, je vois que je galère jamais, que j'y arrive, donc maintenant je vais m'écouter moi. Et donc en première année de BTS, on nous propose de faire un stage, soit à l'étranger, soit en France. Et moi, je suis la seule dans ma classe à décider d'aller à l'étranger. En fait, j'en avais marre de chercher des stages en France, parce que j'avais fait, j'étais en bac pro, donc j'en ai fait des stages, c'est 2 stages par an. C'est énorme, surtout quand t'es tout jeune et surtout quand t'as pas de contact. Donc, trouver un stage, c'est horrible. Moi, j'en ai fait des stages, ils étaient tous aussi bizarres les uns que les autres. Non, mais, par exemple, j'avais fait un stage chez un prof de musique. Il était toujours tout le temps pieds nus. Je devais remplir mais tout le temps pieds nus, les pieds à l'air, le ventre à l'air. Ça sentait tellement le renfermer dans la pièce. C'était trop bizarre, ce stage. Et je devais, mon stage, vraiment, pendant 1 mois et demi, je crois, c'était de prendre ces factures de fast-food, ces factures de tout et n'importe quoi, et les rentrer dans un Excel. Oh mon Dieu. Horrible. Je veux dire, au bout d'un moment, t'as plus du tout envie de faire des stages en France parce que tu te dis, t'as cherché pendant 1 an et c'est ça que t'as trouvé, quoi. Donc, pour revenir au rêve d'avenir, avec toutes ces expériences, vous saviez déjà ce que vous vouliez pas faire. Exactement. Vous aviez une idée qui commençait à se dessiner? Exactement.
grâce à mes livres, en réalité, aux livres que je lisais, et à toute la culture que je voyais partout autour de moi. Donc je me disais que j'avais envie de travailler à l'international. Je ne savais pas encore dans quoi, mais je savais que je voulais travailler à l'international aussi parce que je voulais plus travailler pour un prof de musique en France. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de faire un stage à l'étranger, je l'ai tout de suite saisi. J'ai cherché partout où je pouvais trouver une expérience à l'étranger. Et j'ai été prise en stage, dans du marketing digital à Londres. Et alors, c'est ça le déclic qui vous fait accéder au premier étage? Exactement, c'est ça. Vous aviez les compétences pour faire ce travail? Alors, j'aime bien dire fake it until you make it. J'aime bien, tu me donnes une fiche de poste, je vais te dire oui et je vais apprendre sur le tas. Mais vous avez parfaitement raison, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la plupart des cas, en Exactement. réalité. En fait, je me suis dit, on m'a beaucoup limité sur des choses, et là, je me dis, en fait, je sais que je peux tout faire, je peux tout apprendre. Donc, en fait, il n'y avait pas de sujet. Si quelqu'un a réussi à le faire, je peux le faire. Et c'était assistante marketing. Je savais pas ce que c'était le marketing à l'époque. Je n'avais aucune idée. Donc, je suis partie sur Google, sur YouTube, et j'ai essayé d'apprendre, comprendre ce que je pouvais comprendre avant l'entretien. Et ça s'est bien passé. Et même pas 2 semaines après, j'ai pris le bus direction London. Et donc, vous êtes resté combien de temps à Londres? Je suis restée 2 mois et demi. C'est cher, Londres. C'est très cher pour se loger aussi. Ah ouais, c'est très cher. Mais heureusement, du coup, je suis partie dans une famille d'accueil là-bas. Donc, vous dites c'est un déclic. Donc, le déclic qui vous permet de faire quoi après? Qui me permet de voir autre chose. Qui me permet d'apprendre autre chose, de voir des choses nouvelles, tout simplement, et de découvrir une autre culture. Quand je suis arrivée déjà à Londres, le stage, en fait, déjà, l'ambiance, je trouvais ça totalement différent. Parce que toutes les expériences que j'avais eues en France, à Paris, nous, c'était des bureaux fermés. Il n'y avait pas encore ce truc d'open space à l'époque. Et en fait, quand j'arrive à Londres et que c'est un open space hyper jeune, avec des équipes super jeunes, dynamiques, tout le monde hyper souriant, je me suis dit, waouh, ça existe. En fait, on peut. Et peut-être un peu moins blanc de chez blanc aussi, non? Oui, c'est vrai que mon manager, c'était un Africain. Je vais pas tilter, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. C'était diversifié. C'est vrai que c'était super diversifié. Là-bas, il y avait une très bonne ambiance. Tout le monde était hyper content de venir au boulot. Donc, en fait, on avait ce truc de ok, on peut travailler dans un bureau et pas être aigri. Donc, pourquoi pas. Et du coup, j'ai beaucoup appris. En plus, je parlais pas très bien anglais, moi, à l'époque. Donc, c'était vraiment challenge à 100% parce que mon anglais était catastrophique. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pendant 2 mois et demi? Et donc, je me suis beaucoup challengée pendant ce stage-là. Et j'ai appris à demander des choses, à apprendre tout simplement des choses, à aller vers les autres et à m'ouvrir aux autres et à me dire que tout était possible, que lui, s'il avait créé sa boîte, moi aussi je pouvais, que si je voulais travailler dans un environnement cool et jeune, je pouvais. Donc c'était vraiment ce déclic de me dire ok, il y a autre chose et c'est pas seulement ce que je connais que je peux faire. Et alors du coup, quand vous rentrez en France, vous faites quoi? Quand je rentre en France, je suis en 2e année de BTS et en fait, je me balade dans mon lycée et je vois une affiche sur les écoles de commerce. Moi, je savais pas du tout ce que c'était une école de commerce. J'étais en 2e année de BTS quand même, c'est fou. Et j'en avais jamais entendu parler, je savais pas ce que c'était. Donc, je suis allée avec un ami. Et en fait, pendant qu'il parlait, que les gens présentaient en fait les écoles de commerce qu'il y avait, les débouchés, en fait, on nous disait tout simplement c'est l'élite, c'est trop bien. En fait, si tu rentres en école, tu finis, tu diriges tout le monde, t'es trop bien, t'es super bien payé. Et je me dis mais pourquoi nous on nous en a pas parlé du tout? Bienvenue dans l'ascenseur. Je me suis dit, c'est fou quand même parce que, en fait, tous les gens qui sont autour de nous, ils le savent, en fait. Ils connaissent les écoles de commerce, ils savaient ce que c'était. Eux, ils sont juste venus pour prendre 2-3 infos, mais en réalité, ils savaient déjà ce que c'était quand on en a parlé avec eux. Et on s'est dit, mais what? Et les concours, en fait, ils étaient dans 2 mois. Et donc, nous, on regarde, avec mon ami, on regarde, on se dit, on va les faire, les concours. On n'a rien à perdre, on regarde, on voit que les concours passerelles, en plus, ils sont gratuits pour les boursiers. Donc, nous, on était boursiers à l'époque, on s'est dit, mais en fait, let's go. On était vraiment sûrs de nous au bout d'un moment. Et on se disait, de toute façon, on aimait tellement se challenger, même en cours, pendant les examens, etc. On avait toujours ce truc de
compétition. Moi, j'adore la compétition. Mais oui, mais ça Hyper vient compétitive. d'où? Ça vient d'où cette La flamme famille que nombreuse. je sens? C'est la famille nombreuse. C'est la famille nombreuse. Trouver sa place dans une Ouais. famille comme ça. Donc, vous passez les écoles Ouais. de commerce, là. Donc, yes, Donc, je vous- passe les écoles. Donc, en fait, quelle école? Les grandes? Les grandes écoles. HEC et tout ça? Alors, c'est les écoles passerelles, c'est-à-dire, enfin, il y a pas HEC, il y a EM Lyon, il y a Quand même. les DEC, il y a Cage, l'IMT Business School, Ouais. enfin, il y a quand même des belles écoles. Et donc, avec mon ami, on s'inscrit. Donc, vous êtes avec un ami, là. hein? Ouais, Il est avec vous en en BTS. BTS? Ouais, je l'ai connu en BTS. C'est un copain. Et donc, avec lui, vous êtes en fight, tous les deux, contre le système, un peu, parce que vous dites, Pas vrai. Alors, on est, je pense que je le pousse un peu. D'accord. Parce que, en réalité, moi, je suis toujours en fight contre le système. Mais du coup, j'aime bien être avec des personnes qui aiment se challenger aussi et qui aiment se battre. Si c'est trop facile de jouer contre quelqu'un, c'est inutile, quoi. C'est pour ça que c'est à lui que j'ai proposé d'aller voir la cette présentation. conférence, et cette présentation, etc. Et que directement, il s'est chauffé directement et il a dit oui, on va le faire. D'accord. Donc, vous vous êtes chauffés tous les deux, vous passez les examens, les concours, c'est des Mhm. concours. C'est des concours. Donc, vous gagnez. Et on est sélectionné sur la moitié des écoles. C'est génial. Donc on se dit let's go, on va aller passer les euros. Sauf que pour passer les euros, enfin faut payer les billets de train, les hôtels, faut payer les euros aussi, c'est 30 euros par oral. Donc on en sélectionne chacun 3 parce qu'on se dit on n'a pas plus d'argent pour ce que Bah ça. On sélectionne pas forcément les mêmes, mais on en sélectionne 3. Il y en a un qu'on a sélectionné ensemble, c'était 3. Enfin au final je suis prise aux trois écoles, lui aussi. Et moi au final je lui dis non. En fait, c'était des écoles qui étaient pas forcément super bien classées, qui coûtaient cher. Et je dis en fait, on a fait ça en 2 semaines. Et donc, on va accepter le premier truc qu'ils nous ont proposé, mais jamais de la vie. Moi, je vais le refaire l'année prochaine et je vais prendre les meilleures écoles. Donc, je refuse tout. Lui, il dit, mais t'es une grosse folle. Moi, moi, je m'arrête là. Ah Un moment, il dit, vas-y, tapis, moi, je m'arrête là, je vais prendre cette école-là. Donc, lui, il accepte l'école de 3 qu'on avait fait ensemble. Moi, je dis pas du tout, je vais faire une autre année. Et du coup, l'année d'après, je m'inscris toujours quand même à une licence parce que je me dis, je vais pas rater une année d'école en sachant que quand on s'inscrit en école de commerce, si on rentre en L3, on paye les 3 années, donc L3, M1 et M2. Donc, ça fait 3 années à payer, c'est super cher. C'est hyper cher. C'est vraiment super cher. Et si on rentre en M1, bah, on paye que 2 années. Bah oui. Logiquement, les calculs sont vite faits. Et du coup, je me dis, bah, let's go, je vais faire une année de licence. Et pendant cette année de licence, je vais réviser les concours pour rentrer directement en M1. Donc, je fais ça, je fais une licence. En plus, je fais pas une licence simple parce que j'aime bien le challenge. J'ai une licence éco-droit-gestion, option international business. Ah oui. Donc, tout en anglais, pour vraiment avoir une skill en plus. J'ai ma licence. Une très bonne note en plus, je crois une mention bien ou très bien. Et après, je passe les concours pour les écoles de commerce. J'avais regardé un peu toutes les écoles et je visais l'IMT, l'Institut Multilecom Business School. Déjà parce qu'elle est gratuite pour les boursiers. J'avais pas d'argent. Ouais. Bah oui. Et ensuite parce que j'adorais le fait qu'elle alliait la tech et la partie management. Je me suis dit, là, je vais apprendre plein de choses et ça va être hyper intéressant, alors que toutes les autres écoles, j'ai l'impression que c'était un peu similaire sur le marketing, le management, etc. Donc, je suis prise à l'écrit sur quasiment toutes les écoles du concours passerelle. Je crois que toutes les écoles, en réalité, du concours passerelle. Et je passe un autre concours, le concours tremplin aussi, où je suis prise à l'écrit sur toutes les écoles. Donc, je sélectionne quelques écoles de départ qui vont me permettre de faire des tests de l'oral pour ensuite passer en dernier l'école l'IMT, parce que je me suis dit c'est ça là que je voulais. Et donc ça m'a permis aussi de beaucoup tester De vous entraîner. de m'entraîner. Je me suis rendu compte au final de la force de mon parcours qui allait dans tous les sens comparé aux autres. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a donné encore plus de motivation, parce que je me suis dit en fait c'est la différence au final qui fait la force. Parce que je me suis rendu compte que j'avais plein de choses à dire moi pendant mes entretiens, que j'avais jamais un moment où je me disais j'ai rien à dire parce que j'avais plein d'expériences. Au final, c'est toutes ces routes barrées qui m'ont permis d'avoir toutes ces expériences-là. Donc, Bienvenue dans l'ascenseur. Du coup, vous rentrez dans cette école pour 2 ans. Là, est-ce qu'il y a un gap
Est-ce que c'est difficile? Est-ce que socialement, il y a des gens très très différents de vous, très privilégiés? En école de commerce, faut savoir que avant ça, pendant la licence, j'étais aussi partie en échange à Taïwan, etc. Ah oui. Donc j'avais aussi vu d'autres choses, d'autres cultures. Donc je savais encore que je voulais faire de l'international. Je savais toujours pas comment. Mais du coup, quand je rentre en école, je vois pas un énorme gap parce que je retrouve des personnes qui ont été aussi à la fac. Mais c'est vrai qu'il y a 80% de personnes qui étaient en prépa. Mais je me sens pas moins bien qu'eux. Je me sens même limite un peu mieux parce que j'ai énormément d'expérience. C'est ça qu'ils n'ont pas. C'est ça. Enfin, quand on regarde les CV, parce qu'à un moment, au début de l'année, dès le début de l'année, on va commencer à chercher des stages pour la fin d'année. C'est un stage de 3 mois en M1. Et quand on regarde en fait les CV des autres, on se dit ah oups, vous allez avoir du mal là les amis là, parce que il y a pas d'expérience là sur le CV. Et on se dit mais c'est fou parce que moi sur mon CV j'ai au moins déjà une 15aine d'expériences, alors que j'ai le même âge qu'eux. J'ai je ne sais combien d'expériences à l'étranger, dont un stage, un échange international, etc. Et je me dis en fait finalement c'est une force. C'est une force de me dire, ok, on m'a peut-être désorienté, j'ai peut-être pris 150 chemins différents, mais au final, on est tous au même endroit aujourd'hui. Et en plus, mon CV, il est bien rempli. Donc, c'est cool. Le seul truc sur lequel eux, ils sont avantagés, c'est la culture G que l'école demande. Moi, je l'ai pas du tout. Que ce soit sur l'économie, sur le droit, sur l'actualité, j'ai pas du tout les codes, j'ai pas du tout les habitudes qu'ils ont, etc. Et c'est sur ça un peu que je pêche au final et que je vois qu'il y a un gap. Et j'ai mis du temps à me rendre compte qu'au final, la culture générale, elle est pas unique. Moi, je me rends compte que j'ai de la culture des générales, mais que c'est pas la même que tout le monde. Moi, elle vient de tous les pays que j'ai visités, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, de toutes les expériences que j'ai eues, et que c'est tout aussi fort, même si c'est pas celle de la majorité des gens. Alors du coup, quand vous rentrez dans la vie professionnelle, est-ce que vous vous dirigez tout de suite vers le bon ascenseur? Au final, j'ai toujours été dans la vie professionnelle depuis mes 14 ans, du coup. Ouais, c'est ça. Je veux dire, alors, diplômé de votre grande école. Alors, moi, en 2e année de master, je fais une alternance. Parce que je sais que c'est compliqué de trouver un CDI. Enfin, on me dit tout le temps que c'est compliqué. Je me rappelle stage à Paris et que c'était super compliqué d'en trouver. Je me suis dit, alors un CDI, ça va être très compliqué. Et du coup, je sais qu'avec une alternance, c'est une porte d'entrée déjà beaucoup plus simple pour avoir un CDI. Et donc, je cherche dès le Master 1 une alternance où je pense que je pourrais m'épanouir en CDI. Et donc, dans l'école, c'était beaucoup du consulting, vers le consulting qu'on se tournait. Le consulting IT, le consulting RH, etc. Moi, c'était surtout sur le consulting IT que j'étais plus intéressée. Donc, c'est vers ça que je me tourne. Déjà, tout simplement pour les rémunérations. Enfin, j'avais même pas d'autres motivations au départ. Vous vouliez gagner de l'argent. Je voulais gagner de l'argent. J'avais jamais d'argent. Je voulais vraiment gagner de l'argent. Et aussi, donc déjà, dans la tech, à la base, pour gagner de l'argent, c'était dans la tech que je savais que j'allais me tourner. C'était pas dans le consulting, c'était surtout dans la tech. Et après, sur le consulting, c'était parce que j'aimais beaucoup faire plein de choses. Je savais toujours pas ce que je voulais faire. Comme j'avais dit, je voulais faire de l'international, je voulais faire un peu de tech, mais je savais pas exactement ce que je voulais faire. Et donc, quand je vois le consulting, comme on me le vend, c'est que c'est plein de projets différents qu'on va pouvoir faire tous les 6 mois, tous les 1 an, changer de projet à chaque fois. Et je me dis, ah, trop bien. Ça c'est moi parce que j'aime pas faire la même chose, je vais un peu dans tous les sens. Donc vous candidatez dans des cabinets de conseil. C'est ça. Donc vous allez où? Je vais à Accenture, candidate dans tous les gros cabinets de conseil. Et je me dis Accenture c'était intéressant, on les avait vus à l'école et donc dès les premiers entretiens, je suis prise à Accenture. Je fais 1 année d'alternance et directement j'enchaîne sur un CDI avec eux. Et vous êtes resté combien de temps alors chez Accenture? 3 ans. Ça vous a plu? Ouais, ça m'a plu. Et là, vous aviez un sentiment de réussite? Faut savoir que pendant Accenture, donc pendant mon master 2, pendant mon alternance, j'ai cofondé Broken Abroad. Ah, d'accord. J'étais déjà sur deux choses en même temps. J'ai jamais été sur une seule chose en même temps. Je pense que si j'avais été justement que sur du conseil, je pense que je me serais ennuyée à la fin.
Parce que moi, j'ai un cerveau qui va dans tous les sens. J'ai toujours envie d'innover, de faire plusieurs choses, de tenter des choses. Et du coup, je pense que le fait de faire un projet, de rentrer, de faire métro, boulot, dodo, bah, ça m'aurait ennuyé. Il y a un moment donné où vous décidez de choisir, alors? Pendant 2 ans, je fais les deux en même temps. Et après, on a eu le Covid. Et sortie de Covid, je me dis, c'est bon, on va vraiment se lancer avec Broken the Bird. On va essayer d'aller plus loin, on va essayer de se pousser plus l'entreprise et recruter et nous être vraiment à fond parce qu'il y a du potentiel, parce qu'il y a de la demande et parce qu'on veut faire des choses, de grandes choses. Et donc, je quitte Accenture. Et alors là, c'est pas quand même un saut dans le vide de quitter un grand groupe comme ça? On me le dit souvent. Enfin, on me dit que c'est un saut dans le vide. Oh non, mais c'est bien payé, c'est très bien, c'est un bon poste. En plus, il y a des bonnes perspectives d'évolution. Mais moi, je me dis juste, si ça marche pas, je repostulerai. Oui, c'est ça. Ouais, et c'est vraiment ça que je me dis. Moi, je suis pas quelqu'un de super ultra prudent. Je vais analyser les risques, mais je le prends le risque. Vous avez quel âge là quand vous quittez le grand groupe Accenture? J'ai 24 ans. Est-ce que vous avez rencontré des pannes d'ascenseur dans cette évolution justement? Dans l'évolution de Broken the Bird, alors nous, en fait, on est arrivé avec des grands rêves. On s'est dit, on va vraiment révolutionner l'industrie du tourisme. Notre offre, elle est trop bien. Tout le monde va tout de suite l'accepter. Alors là, pas du tout. C'est-à-dire? Bah, pas du tout, parce qu'en fait, nous, dès le départ, on s'était dit, on va travailler avec les gros groupes, on va travailler avec les destinations, mais en fait, on n'a aucun contact. On n'a pas d'argent, on n'a même pas de bureau, donc on travaille au McDo, Rec, partout on peut travailler. Vous êtes qui alors? Vous êtes Désolée, je les ai pas présentés. Donc je travaille avec Junior, qui est le CMO de Broken the Bird, et Steven, qui est le COO de Broken the Bird, et qui était aussi l'un de mes camarades de classe en Master 2. Et donc moi, Junior et Steven, on travaillait un peu partout dans la rue, partout où on pouvait bosser, et on a été introduit par Laetitia de l'Afrolab à l'Escalator. Sinon, nous, on connaissait pas les incubateurs à l'époque. On savait même pas ce que c'était un incubateur. L'incubateur, l'Escalator, dont on a un hors-série dans ce podcast, qui avait été lancé par Maurice Lévy et qui incube des entreprises de jeunes qui ont besoin d'être aidés et qui entreprennent dans la tech. Exactement. Donc, vous êtes resté combien de temps à l'incubateur? À l'incubateur, à la base, on devait rester 1 année. Et après, on a eu la bourse French Tech Tremplin et on a pu renouveler. C'est une bourse de 40 000 € qui nous permet de nous incuber dans un incubateur de notre choix. Donc, on a choisi encore une fois l'Escalator parce que c'est un incubateur super cool avec une équipe hyper dynamique, des super beaux locaux. Donc, c'était super pour nous. On s'est tout de suite bien senti à l'Escalator. Et donc, en fait, avec l'Escalator, ça nous a permis de nous développer. Au départ, nous, on était 3, parce qu'on pouvait pas recruter, on était à la maison, quoi. Et on a pu recruter déjà dès le départ, on a pu travailler sur nos challenges, on a pu se développer encore plus et trouver des axes d'amélioration à Broken the Bird grâce à l'équipe, bien sûr. Quels obstacles vous avez rencontrés dans cette évolution? Des obstacles financiers au départ, parce que nous, on n'avait aucune connaissance des bourses qui existaient pour se développer. Donc, tous nos développements de 0 client à 50 000 clients, on les a fait sur fonds propres, proche de 0. C'était beaucoup d'investissement personnel, de temps surtout. Enfin, si on avait su pour les bourses, si on avait su pour les subventions, on aurait pu recruter. Ça aurait été déjà beaucoup moins compliqué pour nous. Donc c'est ça le premier frein. Deuxième frein, c'était encore les locaux, mais aussi les contacts, beaucoup les contacts. Parce qu'en fait, dans le milieu du voyage, c'est un milieu très fermé, avec des personnes qui sont là depuis des années et des années, des grosses entreprises de voyage qui ont fait le voyage déjà en France depuis des années et qui ont quasiment le monopole sur les contacts. Donc en fait, nous, dès le départ, c'était super dur de rentrer dans ce cercle fermé parce qu'on n'avait pas les contacts tout simplement. Donc dès le départ, quand on est rentré à l'Escalator, ils nous ont dit qu'est-ce que vous voulez, on leur a dit des contacts. C'était vraiment ça. Et ils vous ont aidé. C'était surtout sur ça qu'ils nous ont aidé à essayer de percer un peu cette bulle.
Donc ouais, moi c'était très très compliqué pour la levée de fonds. Moi, femme, noire, petite, j'ai une tête d'enfant, donc on se dit elle a 12 ans et demi. Oui, Ouais. elle a 12 ans, elle nous demande 1 million, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte elle? Surtout que dès le départ, en fait, avec Junior et Steven, les cofondateurs, on s'est dit mais nous on va lever des fonds en 2 mois. Non mais vraiment, parce que on voit nos chiffres. Aucune boîte de voyage avait une communauté aussi engagée que la nôtre. On avait un engagement, il est 15 fois plus élevé que Voyage Privé qui est leader en France. On les adore, hein. Mais voilà, on a un taux d'engagement sur les réseaux sociaux qui est énorme. On parle à une communauté à qui personne ne parle, la communauté des jeunes qui est quand même une communauté de voyageurs, de créateurs de contenu pour les destinations, parce que les destinations ont besoin que les personnes créent le contenu, vu qu'aujourd'hui 80% des voyages sont faits après avoir visionné un contenu, et c'est les voyageurs jeunes qui le font, ce contenu. On avait un business model avec de l'abonnement, ce qui était assez unique dans le monde du voyage, de l'abonnement, et on avait un chiffre d'affaires mensuel intéressant et qui grandissait tous les mois. Et donc nous on s'est dit mais quand on regardait les grilles de lecture de levée de fonds, on cochait tout. Donc on s'est dit mais nous MDR en 2 mois on aura la levée de fonds, ça y est, ça sera bon. Mais on était quand même prévoyant. Moi, je suis sur les chiffres. Enfin, je suis pas quelqu'un de prudent de base sur les challenges, etc. Mais sur les chiffres, par contre, je suis super prudente. Je fais vraiment des estimations à la baisse partout pour être sûr de survivre entre guillemets, parce que ça c'est un truc que j'ai toujours fait depuis que je suis toute petite. Même en BTS, je me rappelle que je gérais l'argent et les portefeuilles de tous mes camarades de classe. C'est vraiment quelque chose que j'adorais, gérer l'argent. Mais du coup, sur ça, on était assez prévoyants, donc on était sûr qu'on n'allait pas mourir avant la levée de fonds, mais on se disait pas que ça allait prendre autant de temps. Nous, en 2021, on s'est lancé sur la levée de fonds, on a finalisé la levée de fonds en 2024. 3 ans. Bienvenue dans l'ascenseur. 3 ans pour lever des fonds avec des chiffres qui étaient vraiment Très prometteurs, beaucoup mieux que la moyenne sur le même secteur et sur Donc en fait, vous analysez cette difficulté comment? C'est les biais, c'est énormément de biais. Enfin là pour le coup on s'en rend compte. En fait au début on se dit mais c'est trop bizarre, on fait que et du coup à chaque fois on change nos decks, on change nos façons de pitcher, on change tout. Mais sauf qu'à un moment on va à un pitch dans un fonds d'investissement. Donc on pitch avec moi, Junior et Steven. Et quand on finit le pitch, on nous dit ah c'est marrant, on croyait que vous allez chantier comme les Jackson 5. Oh là là, mon Dieu. Donc on se dit ok d'accord, donc les gens sont complètement dingues, carrément racistes quoi, comme et les gens ils se rendent pas compte. On a une fois cette remarque, une deuxième fois, souvent en fait on nous dit que c'est marrant, c'est drôle, j'aime bien, c'est mignon. Enfin c'était très infantilisant, c'était condescendant. Où eux ils se disaient ils nous font un petit compliment mais on sait qu'ils vont pas nous donner d'argent parce qu'en fait ils nous ont juste trouvé nice. C'était un petit spectacle, une entracte en fait. Et nous en fait on déteste ça. On met du temps quand même à se rendre compte jusqu'à rencontrer d'autres start-upers avec le Fighters Programme, par exemple à Station F, qui ont les mêmes problématiques que nous, alors qu'ils ont aussi des projets super stylés, etc. Et c'est là qu'on nous parle un peu plus des statistiques, qu'on se rend compte des statistiques, on voit qu'en fait il y a 2% de femmes qui lèvent des fonds. Et je me dis, ah mince, j'aurais peut-être dû faire lever les fonds par Junior et Steven. Sauf que c'est moi qui connais les chiffres. Et du coup, on se dit, ah mince, c'est peut-être ça. Et après, on se dit, au final, même si ça avait été Junior et Steven, tu regardes les statistiques sur les personnes issues de minorités qui lèvent des fonds et c'est encore moins que 2%. Donc au final, ça change rien. Sauf que moi, j'ai tous les mots parce que je suis une femme et que je suis noire. Et en plus, on est dans un domaine, le domaine du voyage, on fait du B2C. On se dit peut-être que c'est aussi un peu de ça. Mais en fait, on a les chiffres. Donc en fait, on se dit, non, ça peut pas être que ça. Du coup, on se dit, en fait, on va arrêter d'aller parler à des gens qui, au final, vont pas mettre de l'argent parce qu'ils ont des biais rien qu'en nous voyant. Du coup, on va aller parler directement à nos premiers investisseurs qui sont nos clients. Donc on contourne encore une fois. Et donc, on fait une levée de fonds participative avec Tudigo, qui est une plateforme de levée de fonds participative. C'est Alexandre Lingue. Yes, ouais, il est génial, Alexandre. Et nous, on fait cette levée de fonds avec Jean-Pierre Nadia. Et non, j'ai oublié un petit épisode. En fait,
on a fait un coup de com pour dire qu'on était mort parce que personne ne voulait investir dans Broken Bird et parce que tout le monde était trop méchant. Donc on fait un coup de com sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, pour lancer notre nouveau site web. Et en fait, quand on fait ça, on a pas mal de gens qui taguent Jean-Pierre Nadir, des investisseurs, etc. Et du coup, on a un call avec Jean-Pierre Nadir et qui nous dit mais trop bien, en plus j'avais entendu parler de votre boîte, etc. Ce serait bien qu'on fasse quelque chose et qu'on voit. On a échangé avec lui et on a rencontré Alexandre Lang, qui est du coup le fondateur de Suzigo, et on a lancé la levée de fonds participatif de Broken Bird dans le club Invest de Jean-Pierre Nadir. C'était le super investisseur à avoir en plus dans le voyage, donc trop bien. Et donc en fait, avec notre communauté, au final, en réalité, il y a eu, je pense, sur Suzigo, je pense qu'il y a eu moins de 10% de personnes qui nous connaissaient pas qui ont investi, et 90% c'était nos utilisateurs du premier jour qui avaient qu'une hâte, c'était d'investir dans Broken Bird, et on s'est dit en fait, pourquoi ne pas aller faire investir eux, et en moins de 2 jours, on a eu tous nos fonds. Tout ce que vous aviez désiré. Souvent, quand on prend l'ascenseur social, on connaît des épisodes d'ascenseur émotionnel liés au fait qu'on passe d'un milieu d'origine à un autre milieu socio-culturel. Est-ce que c'est votre cas? Alors moi, c'est compliqué d'avoir cet ascenseur. Parce que quand je rentre chez moi, je suis encore Mariam, au milieu de grands frères et de petits frères et sœurs. Et si ma mère me dit allez, t'es rentrée, va vite faire le ménage, même si j'ai fait 4 rendez-vous en veste avant, en fait, il y a pas de sujet, quoi. donc j'ai pas le temps. Toujours avec vos parents? Oui, je vis toujours avec mes parents. Je pense que c'est aussi ça qui a aidé à garder aussi la tête sur les épaules et à être bien aussi mentalement des moments où on se dit mince, en fait tout va mal, parce qu'en fait quand on rentre on se dit en fait c'était juste le boulot, quoi. C'était vraiment juste le boulot. Donc non, moi j'ai pas forcément ce gap, et c'est aussi l'équipe qui fait ça, parce que chez Broken Bird, notre équipe c'est vraiment, on nous disait, il y a beaucoup d'entreprises qui disent que leur équipe c'est la famille, mais nous c'est vraiment la famille. Enfin, Broken Bird, c'est à partir du moment où nos clients, c'est les gens qui travaillent avec nous, ou nos CV, quand on veut recruter des personnes, on met les offres d'emploi sur Broken Bird et on reçoit 500 CV en moins de 24 heures. Enfin, là, on se rend compte assez rapidement que c'est la famille. Quand on se rend compte de la joie que les gens ont à travailler, on se rend compte que là, c'est vraiment la famille. Et Junior et Steven, on a bossé dans les couloirs de chez moi, dans mon balcon avec mon chat qui les griffait toute la journée. Ma mère, elle a cuisiné pour Junior et Steven toute la journée. Enfin, pendant des mois et des mois, des années, on a mangé ensemble. Enfin, du coup, c'est vraiment ce truc de famille avec lequel on a grandi, parce que ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Et du coup, c'est ça aussi qui fait garder la tête sur les épaules, les pieds sur terre, et qui dit en fait, là, on est là, on passe un bon moment, même si faut bosser. Et votre famille, et vos frères et sœurs et vos parents, ils sont fiers de vous? J'espère, mais je me pose pas forcément beaucoup la question. Je me rappelle que à un moment je disais, j'avais reçu je suis fière de toi, de personnes comme ça sur internet. J'avais dit à Junior, mais pourquoi les gens me disent qu'ils sont fiers de moi? Je fais ça pour moi. Et du coup je comprenais pas, parce que je me disais moi c'est pour moi-même que je le fais, donc je comprenais pas pourquoi on me disait je suis fière de toi. Et après je me suis rendu compte qu'en fait ils étaient fiers et heureux en fait pour eux-mêmes, parce que c'est de la représentation qu'on fait de la réussite à notre échelle, mais aussi de la détermination, et qu'en fait ça leur donne à eux du courage et du boost. Quand ils disent qu'ils sont fiers, c'est d'avoir réussi à être boostés par nous. Donc en fait finalement oui, ça fait plaisir, et je pense que ouais, on les rend un petit peu fiers. Bienvenue dans l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il faudrait changer collectivement pour accélérer l'ascenseur social en France? Waouh. Bon, vous en avez un peu parlé en creux, en montrant les obstacles que vous avez croisés, mais vous, quelle est votre idée là-dessus? Je pense que, en tout cas sur les investissements, il y a trop de choses à changer. En fait, heureusement que maintenant il y a des investissements collaboratifs, participatifs, qui permettent de un peu contourner les cercles très fermés d'investisseurs qui ont un peu le monopole de l'argent au final, et du coup le monopole de l'innovation et le monopole de l'entrepreneuriat. Faudrait en fait mettre plus de diversité dans les comités de sélection, en tout cas des dossiers d'investissement. En fait, ce serait trop profond à changer. Quand on se dit qu'il y a 2% de femmes qui lèvent des fonds, on se dit mais qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça, quoi? Ça va être très compliqué, à part si nous-mêmes on crée les fonds.
Et je pense que c'est la chose à faire. Donc on a juste à bosser, avoir de l'argent et créer nos propres fonds. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui voudrait prendre l'ascenseur social ? C'est en tout cas, s'écouter, ne pas forcément, écouter les conseils qu'on va lui donner, parce que peut-être que parfois c'est des conseils qui sont constructifs, même si c'est vous pas. avez bien fait de pas les écouter trop quand même. Clairement. Mais j'ai bien fait de pas les écouter les conseils, mais au final, ceux que j'ai dû écouter, j'ai su rebondir autour, donc toujours prendre un échec comme un trampoline au final pour rebondir et toujours trouver du bon dans ce qu'on a fait et qu'on pensait pas bon au final. Par exemple, moi quand je pense à mon bac pro, quand on regarde dans la big picture, c'était pas fou, mais quand je regarde au-dessus, je me dis, toutes les expériences que j'ai accumulées, ça m'a permis après, en BTS, d'avoir un CV, de pouvoir aller en stage à Londres, par exemple. Donc vraiment essayer de toujours trouver du bon, toujours trouver un moyen de contourner et de transformer le mauvais en bon, et pas lâcher l'affaire. Quand on se dit que c'est trop compliqué, trouver un moyen de rebondir, s'entourer de bonnes personnes, surtout. Il y a beaucoup de solo-entrepreneurs, je sais pas comment vous faites, moi j'adore être entourée avec une bonne équipe, des personnes qui vont me booster, des personnes qui sont encore plus fortes que moi, comme je disais, ça sert à rien d'avancer et de se challenger avec des personnes qui sont moins bonnes que toi et qui ont pas la hargne, donc s'entourer de personnes qui en veulent et ça booste toujours. C'est quoi le prochain étage pour vous, Mariam ? Je pense, avec Broken Bird, se développer à l'étranger. Aujourd'hui, on est dans toute la France. Au départ, on était seulement à Paris. On est dans toute la France, donc on veut se développer un peu partout en Europe et ensuite à l'international avec les États-Unis. Et atteindre plus de 1 million, en tout cas, de clients sur la plateforme. Aujourd'hui, on est 200 000, 300 000. Actuellement, c'est 300 000 ? Ouais. Et la communauté sur les réseaux sociaux, c'est combien de personnes ? La communauté sur les réseaux sociaux, on est à plus de 300 000. Sur Instagram, TikTok et Twitter, tout confondu. Bravo, Mariam. Merci beaucoup. Merci. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles. Bienvenue dans l'ascenseur, vous êtes offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Un podcast réalisé par Actuality. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary.